C'est officiel. Nous connaissons l'une des capacités de Kimiyuri, le N, un pouvoir capable de créer des illusions similaires à un état d'ébriété aggravé. Et bien que ce chapitre ne nous offrira pas à proprement parler un combat entre les trois manieurs, et bien ça sera l'occasion d'en apprendre plus sur les sabres ensorcelés et surtout sur le nouveau plan de Yura de passer à l'action pour reprendre Shin'ushi. Yo tout le monde, ici Noctis et bienvenue dans cette review du chapitre 75 de Kagurabashi, un chapitre qui mettra davantage l'accent sur l'arrivée de Samura à Kyoto, ce qui sera l'occasion d'en apprendre plus sur ses capacités, mais également sur les capacités de Kimiyuri, mais également un chapitre qui nous permettra de voir Yura passer à l'action pour récupérer Shin'ushi, une arme qu'il avait laissée aux mains des Kamunabi, mais qui s'est aujourd'hui récupérée, et ce pour des raisons qui nous sont encore inconnues. Alors, quelle est la situation à Kyoto, et surtout pourquoi Yura décide de passer à l'action, comme ça, sans crier gare, pour récupérer un sabre qu'il avait décidé de laisser aux mains des Kamunabi. Et bien c'est ce que nous allons voir dans cette review, sans plus tarder. Le chapitre démarre sur les chapeaux de roue, car oui, Samura, à peine arrivé sur les lieux du raid, décidera de s'en prendre à Koko et Hiroko et ira directement leur trancher la tête. Mais pas de chance, avant que ce dernier exécute son action, Hirohiko aura le temps d'utiliser N, la fameuse technique de Kimiyuri que nous avons découverte dans ce chapitre. Cette dernière créera alors une illusion des deux antagonistes qui leur permettra de s'échapper à l'attaque meurtrière du manieur. Hirohiko et Toto trouveront alors refuge dans les étages inférieurs de l'hôtel, tandis que nos héros remarquent la supercherie et que l'atmosphère semble avoir changé, comme un sentiment d'ébriété dans l'air. Ce chapitre, bien que résumé en quelques lignes, nous permettra d'avoir des informations sur les sabres, à savoir les capacités de Kimiyuri, mais également celles de Tobimune. Alors pour Tobimune, eh bien pas de surprise ici, puisqu'il s'agit de la technique que nous avons pu voir lors du raid sur le temple de Senkutsuchi. Cette même technique qui avait permis justement de défendre les Mazuchi et de leur sauver la vie. Sauf qu'à l'époque, eh bien nous n'avions pas eu beaucoup d'explications sur cette technique. Explications qui seront cette fois-ci faites dans ce chapitre, qui nous permettront de comprendre l'étendue du pouvoir. Cette technique s'appelle donc le Kazumi. Elle permet à son utilisateur de pouvoir échanger sa place avec les plumes qu'il va déployer grâce à son arme, lui permettant de se déplacer à une vitesse phénoménale. Ici, clairement, le chapitre nous parle même de téléportation. Mais bref, bien que cette technique paraît déjà redoutable, eh bien on a également plus d'informations sur les plumes qui permettent à son utilisateur d'avoir les sens décuplés grâce à elle, et donc de pouvoir percevoir plus facilement le danger. Et je vais pas vous mentir, à la lecture de ces lignes, eh bien je me suis dit que le sabre était quand même bien fait pour Samura. On peut dire que Konishige a réellement fait du bon travail. Non mais plus sérieusement, qui d'autre que Samura pour manier un tel sabre, sachant que ceux de Samura sont déjà au paroxysme. Et d'ailleurs, si on couple ça avec sa technique Fugurumo qui lui permet justement de détecter des sources d'énergie occultes à travers une zone plutôt élargie, ou même très élargie, eh bien je pense que l'on peut comprendre comment ce dernier a pu se lier aussi profondément avec un tel sabre. Bref, quoi qu'il arrive, on comprend l'étendue de sa force, pourquoi c'est un tel adversaire, et d'ailleurs il sera même qualifié par les Ushaku d'armes la plus puissante qu'ils ont à leur disposition, et puis ça nous laisse penser, en cas de combat contre Chihiro, que l'adversaire, eh bien, ne sera pas si facile à abattre. Maintenant, revenons à Kimiyuri. Ici, avec les explications qui nous sont données dans ce chapitre, eh bien, on doit comprendre qu'il doit s'agir d'une onde qui va venir titiller l'oreille interne de ses ennemis, provoquant ainsi des hallucinations, comme le dit le chapitre, similaires à un état d'ébriété. Bon, un état d'ébriété quand même plus ou moins grave. Ainsi, c'est grâce à cette technique que Hirohiko et Toto ont réussi à prendre la fuite dans les étages inférieurs de l'hôtel, mais c'est sans compter sur Chihiro qui est parvenu à anticiper la stratégie de l'adversaire, connaissant déjà la technique du sabre, déployant Nishiku pour dans un premier temps se protéger des effets du N. Ce dernier prendra alors l'initiative de les poursuivre tout en s'adressant à Samura et de lui ordonner de protéger sa propre fille. Bon, ici quelques éléments analysés et on peut commencer par les retrouvailles entre Samura et Iwori. Bon, ici, déjà, on peut voir que Samura essaye de rester impassible, en début de chapitre du moins, ne prenant même pas le temps d'échanger quelques mots avec sa fille, et se préoccupant plus du sceau qui était parvenu à effacer son identité auprès de la population, et cette préoccupation est telle qu'il s'adressera finalement que à Ro, lui demandant de procéder à nouveau au recèlement de ses souvenirs, et bien qu'on saura qu'il est perturbé finalement, parce que c'est quelque chose que même Chihiro va remarquer, lorsqu'il va se faire avoir si facilement par la technique du N, et bien du côté de sa fille, eh bien c'est quand même plus visible. On sortira bien entendu qu'elle se sent ignorée jusqu'à dire à son père qu'elle souhaitait le revoir. Et c'est d'ailleurs ces moments qui nous permettent de voir une certaine frustration dans son visage. Une frustration qui doit lui rappeler certainement les crimes qu'il a commis. Et surtout pourquoi il ne souhaite pas directement entrer en contact avec elle, toujours hanté par le poids de son crime.
Alors ici, je pense qu'il est inutile de vous le rappeler, mais faisons quand même un tour d'horizon. À l'origine, il ne souhaitait pas avoir directement de contact avec sa fille, tout simplement parce qu'il avait honte de ce qu'il avait réalisé pendant la guerre. Un blocage qu'il devra laisser tomber puisque Inori sera malade et trouvera la mort quelques temps plus tard, l'obligeant donc à s'occuper de sa fille. Sauf que quelques temps plus tard, c'est elle-même qui subira des discriminations vis-à-vis des actes que son père a commis pendant la guerre. Étant maintenant en pleine vendetta et surtout étant obligé de continuer à faire verser le sang, surtout pour pouvoir accomplir son idéal, son objectif, eh bien on peut comprendre qu'il est quelque peu perturbé de pouvoir la revoir une nouvelle fois et surtout de devoir la protéger à cause d'une menace qui le cible lui directement. Mais bref, quoi qu'il en soit, on peut imaginer que c'est à cause de cet élément que Chihiro prendra l'initiative, décidant de laisser Samura à la protection de sa fille, puisque ce dernier ne semble pas en pleine possession de ses capacités, et l'élément qui devrait d'ailleurs nous offrir des retrouvailles en bonne et due forme. Parce que oui, en effet, j'imagine qu'en protégeant sa fille, je le vois mal ne pas lui adresser la parole, surtout si cette dernière continue à lui adresser la parole. L'un des plans que pourrait avoir Samura, eh bien c'est de confier Iwori à la protection des Azumi, du moins le temps qu'il puisse recréer un sceau pour pouvoir sceller ses souvenirs et régler toute cette situation, sauf qu'aujourd'hui, il y a un élément supplémentaire, c'est que peut-être que Iwori ne souhaite pas effacer le souvenir de son père. En effet, c'est quelque chose que j'avais abordé dans ma précédente review, et surtout c'est quelque chose qui est en trame de fond de cet arc depuis quelques temps maintenant, mais il semblerait, d'après ma propre interprétation, que la première fois où Iwori a vu ses souvenirs être scellés, eh bien ce n'était pas réellement sa décision, mais c'est plutôt pour respecter la volonté de son père. Maintenant qu'elle a retrouvé ses souvenirs, eh bien elle sait désormais ce qu'elle a perdu au change, et surtout elle peut ressentir un certain manque du fait de ne pas voir son père, ou en tout cas de ne pas se souvenir de lui, ce qui fait que cette fois-ci, elle pourrait manifester un refus beaucoup plus catégorique. Ce refus pourrait donc donner à une discussion, voire une explication entre le père et la fille, une explication qui sonnerait finalement leur retrouvaille. Et puis, au-delà des informations que je viens de vous présenter, eh bien, selon moi, Iwori a un rôle beaucoup plus grand à jouer dans cet arc. En effet, rappelons-le, bien que Chihiro et Samura pour le moment collaborent, puisqu'ils sont face au Ishaku, qui est une menace beaucoup plus importante, et surtout pour Iwori, eh bien ces derniers ont quand même des comptes à régler. D'autant plus qu'aujourd'hui, Chihiro a dégainé Enten, et en faisant ceci, il rentre directement en confrontation avec la menace que Samura lui avait proférée au moment où il avait tenté de le tuer. On peut donc imaginer qu'une fois cette situation sera réglée, il y aura certainement une confrontation entre les deux personnages, une confrontation qui, si elle allait au bout, serait plus ou moins dangereuse, parce que même si Chihiro est beaucoup plus fort aujourd'hui, eh bien je doute qu'en l'état actuel des choses, il puisse faire face à Samura. Et selon moi, pour que la confrontation n'ait pas lieu et pour que les deux personnages puissent trouver un terrain d'entente, eh bien ça sera par l'intermédiaire de Iwori, qui sera certainement le point qui permettra de réconcilier les deux hommes. On peut dire aujourd'hui, sans trop prendre crainte, que Iwori s'est lié d'amitié avec Chihiro, notamment par rapport à tout ce qu'il a apporté, et à ça on peut également coupler sa volonté de vouloir se tenir auprès de son père qui aujourd'hui a décidé de prendre sur son dos seul la menace que pouvait représenter le Ishaku, et surtout le Kodoku. Ces dernières pourraient donc se glisser entre les deux manières, tout simplement pour stopper la confrontation, et j'imagine qu'avec les paroles de Chihiro, celles de Iwori et les explications qui sont liées à la mission de Samura, eh bien il y a peut-être une solution pour que ces deux collaborent finalement ensemble, dans le but de récupérer les sabres imprégnés, et puis surtout dans un second temps, de stopper les Ishaku, sachant qu'on le verra en fin de chapitre, ces derniers passent directement à l'action. Maintenant, toute la question reste à savoir si cette dernière conservera finalement ses souvenirs, si son père ne fera pas pression, si ça ne sera pas une condition pour que Chihiro et Samura collaborent ensemble, mais quoi qu'il en soit, il va falloir un petit peu pour avoir les réponses à cette question. Bref, ça en fait des explications. Mais avant de passer au plan de Yura pour récupérer Shinushi, eh bien je vous propose de vous intéresser tout de même à la situation d'Ototo et de Hirohiko, et surtout la future confrontation qui va l'opposer à Chihiro. Une fois que les antagonistes se retrouvent plus ou moins à l'abri à l'intérieur de l'hôtel, Toto indique que le plan est désormais trop dangereux pour eux et qu'ils devraient prendre la fuite. Cependant, Hirohiko refusera, prétextant qu'il s'agit d'une occasion en or pour aller capturer Iwori. Mais Toto n'est pas dupe, puisqu'elle verra à travers les véritables intentions du personnage. C'est bien pour combattre contre Chihiro que Hirohiko voudra faire demi-tour, et ce, malgré ses blessures importantes. Et c'est précisément à ce moment-là que notre héros décide d'apparaître, devant les fuyards, prêt à en découdre, surtout maintenant qu'il sait que Kimiyori se trouve entre les mains de son adversaire. Bon, il s'agit du combienième combat? Le troisième, il me semble. Blague à part, bien que cela peut paraître redondant, eh bien cet ultime combat, en tout cas je le pense, pourrait nous mener doucement vers la fin de cet arc et surtout nous donner encore plus d'informations sur Kimiyori. Pour commencer, avec toute cette panique, eh bien on a plus ou moins oublié que l'objectif principal de Chihiro, eh bien c'est de mettre la main sur ses sabres. Et n'ayant pas pu le localiser jusqu'à présent, car Hirohiko n'utilisait pas directement cette lame, par peur que Samura se pointe, eh bien aujourd'hui c'est chose faite, il l'a directement devant les yeux.
L'objectif de l'antagoniste semble alors simple, il s'agira ici d'éliminer Hirohiko pour pouvoir récupérer son arme, surtout que si on y pense réellement, Chihiro possède un avantage qui est plutôt grand. Au-delà de la technique du sabre qu'on a pu voir et qu'il maîtrise désormais, eh bien ça sera son expérience avec Kenten qui sera sûrement décisif, sachant que ce dernier ne souffre pas, à l'heure actuelle en tout cas, de blessures trop profondes. Et quand on pense à Hirohiko, bien qu'il s'agisse d'un prodige, eh bien le fait qu'il utilise Kimiyori que depuis la deuxième fois, bon on va dire que c'est véritablement la première fois cette fois-ci, fait que ce dernier ne peut pas, à l'heure actuelle, utiliser l'intégralité de ses pouvoirs, ne s'étant pas lié plus que ça au sabre, et ce point fut également souligné par Chihiro au moment où l'antagoniste a utilisé la technique de N, une technique qui a été limitée dans l'espace. Le résultat de la confrontation semble inévitable, bien que je pressens ici une tournure qui sera inattendue. En effet, il serait quand même assez bizarre que Chihiro parvienne à le battre aussi facilement, sachant la place qu'il a pris aujourd'hui dans l'arc. Ce que je pressens donc, c'est que ce dernier, avec sa volonté de ne jamais abandonner, va aller puiser jusqu'à ses dernières forces pour pouvoir exploiter la force de Kimiyori, quelque chose qui pourrait bien rendre la situation incontrôlable, à l'instar de ce que l'on avait vu avec Kura et Shinushi, et donc ceci pourrait donc encore éveiller la frayeur que pourrait avoir Chihiro en ce qui concerne le maniement des armes et surtout leur puissance dévastateur. Ici, on pourrait donc assister à un combat qui serait bien entendu gagné par Chihiro, mais un combat qui serait d'une symbolique importante et qui permettrait d'alimenter le débat entre Samura et Chihiro lors de leur future confrontation. Samura mettrait donc en avant le fait qu'il est déconseillé d'utiliser une arme pour se battre, une arme ensorcelée, tandis que Chihiro mettrait en avant sa volonté de pouvoir les récupérer pour que ce type d'événement ne puisse plus jamais se produire. Bref, encore une fois, des éléments que nous verrons sûrement dans les prochains chapitres, mais comme vous pouvez le voir, le 71 nous donne quand même pas mal d'informations pour pouvoir anticiper la suite des événements. Et parlons de la suite des événements, eh bien je vous propose de passer directement au plan de Yura pour aller récupérer Shinushi directement au QG des Kamunabi. C'est donc de manière inattendue que Yura décidera de passer à l'action et de reprendre Shinushi aux mains des Kamunabi. Et on va pas se mentir, hein, ce move, je l'ai absolument pas vu venir. Surtout quand on y pense que c'est lui qui est à l'origine du fait que les Kamunabi avaient réussi à mettre la main sur Shinushi. Mais dans les explications que l'antagoniste donnera, eh bien il s'agirait d'une garantie pour se prémunir que Samura se retourne directement contre eux. Et au vu de la sécurité qu'il doit y avoir autour de Shinushi, on peut imaginer qu'il s'agit d'un plan mûrement réfléchi, plan qui doit sûrement se dérouler avec la collaboration d'un traître au sein des Kamunabi, et qui questionne véritablement sur les intentions de Yura. Alors ici, ce que je vais pouvoir vous donner dans mon analyse, ce sont des hypothèses. Et ici, j'en vois 2, allez, voire 3. Comme je vous l'ai dit, ce sont des éléments complètement inattendus, et j'avoue que j'ai du mal à décrypter réellement ce que l'antagoniste souhaite faire de cette arme. La première hypothèse, c'est que Yura souhaiterait cacher cette arme dans un endroit que seul lui connaîtrait la localisation. Et ceci lui permettrait plus ou moins de se prémunir de l'attaque de Samura, puisque s'il le tue, eh bien cette arme serait perdue et quelqu'un pourrait s'en accaparer. Et donc là, ça peut rendre la situation compliquée. Cependant, ce qui me gêne dans cette hypothèse, c'est que tant que Yura possédera cette arme, eh bien Samura n'ira pas jusqu'au bout. Il n'ira pas éliminer le maître manieur, tout simplement pour l'éviter de pouvoir manier cette épée. La seconde, ce serait de rendre cette arme directement au maître manieur, ce qui jouerait avec sa peur de voir un prochain Kodoku apparaître. Ici, il s'agirait donc d'un changement radical de stratégie, mais également de discours de Yura. Et ceci pourrait paraître trop gros. Et si on explore cette possibilité jusqu'au bout, eh bien Yura proposerait à Samura de rendre cette épée à lui ou à quelqu'un de confiance à partir du moment où il s'exécuterait, à la seule et unique condition que ce dernier exécute le maître sabreur. Ici, il s'agit donc d'une hypothèse qui me convient pas encore à 100%, je vous avoue que je trouve pas mal de défauts, et donc la troisième, ce serait tout simplement de se servir directement de Shinushi. Et on a pu le voir, Shinushi, bien qu'il est directement lié au maître manieur, eh bien ça n'empêche pas de pouvoir utiliser ses capacités. Ces capacités pourraient donc être utilisées par un des sbires de Yura, ou même par Yura lui-même, mais on y viendra dans quelques instants, tout simplement pour pouvoir se protéger des attaques de Samura, et ici ça pourrait avoir du sens. Quand on y pense, les Ushaku se sont quand même pris à Iwori, qui est la personne la plus importante pour Samura. Il est donc difficilement imaginable qu'après ce coup, Samura décide de continuer à rouler avec eux. Sachant qu'ici, on a plutôt l'impression que c'est les Ushaku qui ont besoin de Samura, plutôt que l'inverse. Ce que Samura a besoin d'eux, eh bien c'est d'avoir des informations fiables sur l'emplacement des manieurs. L'idée serait donc de prendre le relais sur les actions de Samura, tout en se protégeant du manieur, en utilisant un sabre plus puissant. Alors plus puissant, j'imagine que ce dernier n'est pas aussi puissant que s'il n'avait pas réellement de lien avec le maître manieur, mais s'il s'était lié directement avec son utilisateur potentiel, donc un utilisateur qui serait du côté des Ushaku. Mais bon, quand on y pense, cette hypothèse pourrait être plus crédible, surtout si on le couple avec ma théorie, la théorie que Yura serait un survivant de l'île de Shokuku. Alors ici, je vais pas forcément vous refaire l'histoire.
mais je vais tout simplement vous donner cette information, que vous connaissez sûrement déjà, c'est que les anciens habitants de l'île de Shokoku possèdent des affinités avec le Tatenseki. Ici, si c'est le cas de Yura, eh bien ce dernier pourrait utiliser Shinushi, et peut-être même pouvoir puiser sur ses pouvoirs qui seraient encore une fois limités, mais qui pourraient être supérieurs à celles de Tomune. Bref, ici il s'agit des hypothèses qui sont simplement basées sur mes impressions sur le chapitre, et il faudra attendre un petit peu pour avoir plus d'informations, et peut-être même directement dans le prochain chapitre. Bref, en attendant, c'est tout ce que j'ai à vous dire cette semaine. Si vous avez apprécié la review, eh bien n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous avez pensé de ce chapitre ou de cette review. Et moi, en ce qui me concerne, eh bien j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.